Le Mille ou l'éducation est un traité divisé en 5 livres et chacun est consacré à une période de l'éducation de Mille. Rousseau affirme que pour changer la société, il est nécessaire de changer l'homme et donc l'éducation aussi. Les nouveaux principes que l'on peut trouver dans cette œuvre sont par exemple l'individualité de l'enfant, l'importance de l'expérience, l'observation de la nature et la curiosité. Dans le premier chapitre de l'Émile, Rousseau présente les caractéristiques de l'éducation idéale pour les enfants. Il commence en soulignant que tout ce qui est créé par Dieu n'a pas de défaut, mais c'est l'homme qui, exposto, fait dégénérer la condition de perfection de la nature. En faisant une comparaison entre le rapport avec plantes et la culture, Rousseau exprime l'importance que l'éducation a dans la vie de l'homme. Même si à notre naissance on a le potentiel de lire le livre de la nature, ce sont la nature, les hommes et les choses qui nous donnent ce qui est nécessaire pour grandir, mais seulement s'ils s'accordent. La nature développe intérieurement nos capacités et nos organes. Les hommes fournissent l'emplacement de ceux-ci, et les choses assurent l'acquisition des expériences et des objets. Rousseau maintenant explique les erreurs les plus fréquentes dans l'éducation traditionnelle. En voici un exemple. On ne songe qu'à conserver son enfant. Ce n'est pas assez. On doit lui apprendre à se conserver étant homme, à supporter le coup du sort, à braver l'opulence et la misère. À ce propos, il faut limiter les contraintes excessives car, dans une réalité dynamique et susceptible de changer à tout moment, l'éducation doit permettre aux enfants de s'adapter aux situations. Rousseau présente ensuite le protagoniste du livre, le petit Émile, un élève imaginaire auquel il suppose donner les éléments caractéristiques de l'éducation idéale. Pendant la première partie de sa vie, la mère aura une responsabilité exclusive, surtout en ce qui concerne la nourriture. L'auteur en exalte le rôle, parce qu'elle est considérée comme porteuse d'harmonie et de bonheur, bien que son enfant soit prochement confié à un précepteur. Rousseau souligne également que la nature joue un rôle essentiel dans l'éducation de Mille, car cet environnement revigore à la fois le corps et l'âme, en évitant ainsi toute corruption de la part de la société. Observez la nature et suivez la route qu'elle vous trace. Elle exerce continuellement les enfants. Elle endurcit leur tempérament par des épreuves de toutes espèces. Enfin, il approfondit le thème de l'apprentissage de la langue, une période pendant laquelle les adultes devront faire preuve de respect et de patience envers les enfants. Les enfants compressent trop de parler, n'ont le temps ni d'apprendre bien prononcer, ni de bien concevoir ce qu'on leur fait dire. On doit éviter cela et au contraire leur fournir seulement quelques termes qui soient clairs et présents dans la vie quotidienne de l'enfant, afin de lui permettre d'en faire l'expérience. Livre 2. L'âge de nature, de 2 à 12 ans. Voilà ma maxime fondamentale. Il ne s'agit que de l'appliquer à l'enfance et toutes les règles de l'éducation vont en découler. Le deuxième livre de l'Émile ou l'éducation de Rousseau concerne l'éducation d'un puerum infantem entre 2 et 12 ans. Selon l'auteur, la formation typique de nos enfants de son temps, se basant sur des préceptes, est souvent contre-productive. Il serait donc bien plus convenable et efficace de leur enlever les mauvaises influences, de ne pas les choyer excessivement, afin qu'ils apprennent à travers l'expérience et l'observation de ce qui les entoure. Pour cela, Rousseau propose de nombreux comportements à adopter dans des situations différentes. Une des circonstances qu'on peut prendre en considération vise le changement de la nature de la communication. Quand les enfants commencent à parler, ils pleurent moins. Ce progrès est naturel. S'ils continuent alors à pleurer,
c'est la faute des gens qui sont autour d'eux. En outre, quand ils auront grandi, ils devront se garder de ne pas s'élever au-dessus de l'humanité. Au contraire, s'ils se contenteront d'être ce qu'ils sont et rien de plus, ils deviendront des hommes très forts. D'après tout, l'ange rebelle qui méconnut sa nature était plus faible que l'heure mortel qui vit en paix selon la sienne. Ceci dit, l'auteur constate que si l'homme est vraiment libre, ne veut que ce qu'il peut et fait ce qui lui plaît. Et c'est pour cette raison que l'individualisme rend l'être humain réellement fort et libre. De plus, Rousseau souligne l'importance de ne pas satisfaire excessivement l'enfance en tout ce qu'il veut, à moins qu'on ne souhaite un enfant misérable qui n'a qu'à vouloir pour obtenir et qui se croit le propriétaire de l'univers. Par conséquent, si cette instruction n'est pas suivie et les petits ont plein de liberté de s'acquitter de leurs plus grands désirs, ils deviennent lâches, craintifs, rampants et retombent autant au-dessous d'eux-mêmes qu'ils s'étaient élevés au-dessus. Traitez votre élève selon son âge. Par cette affirmation, l'auteur, faisant référence à une des maximes du philosophe anglais John Locke, constate que la raison s'élabore plus difficilement et plus lentement par rapport aux autres qualités de l'homme. Comme les enfants n'ont pas la capacité de comprendre tout ce qui se passe autour d'eux, il n'y a aucun sens à chercher à leur expliquer nos raisons. Voilà pourquoi on ne doit prétendre avoir aucune autorité sur eux. Souvent, il arrive d'apprendre aux élèves des fables par cœur. Mais s'agit-il d'un enseignement vraiment efficace? En dehors du fait qu'il y en ait beaucoup d'entre eux qui n'ont pas les compétences nécessaires pour l'entendre, il a remarqué qu'une fois que la vérité est couverte de la fiction, l'enfant n'a plus d'intérêt à la mettre en lumière. Eh bien, voici donc. Émile n'apprendra jamais rien par cœur, pas même des fables, pas même celles de La Fontaine, toutes naïves et toutes charmantes qu'elles sont. Car les mots des fables ne sont pas plus les fables que les mots de l'histoire ne sont l'histoire. En plus, comme d'autres auteurs le soulignent, on doit même assigner à l'enfant des exercices physiques pour renforcer son âme. En effet, en l'accoutumant au travail, on l'accoutume à la douleur, ce qui le rend plus vigoureux. Ce concept est aussi partagé par Michel de Montaigne et John Locke, lesquels retiennent que l'exercice du corps des infantes est une composante fondamentale pour obtenir une bonne formation. Rousseau s'occupe de près de l'alimentation en soutenant qu'elle joue un rôle très important aussi bien dans la santé de l'enfant que dans son futur caractère. Il a observé que ceux qui se nourrissent de beaucoup de viande sont plus susceptibles de devenir féroces et cruels par rapport à ceux qui préfèrent un régime alimentaire végétarien. Les grands scélérats s'endurcissent à mordre en buvant du sang. Homère fait des cyclopes, mangeurs de chair, des hommes affreux, et des lotophages, un peuple si aimable qu'aussitôt qu'on avait essayé de leur commerce, on oubliait jusqu'à son pays pour vivre avec eux. De tout ce qui précède, on peut constater que Rousseau a proposé une formation qui se concentre sur le développement de l'autonomie et de la moralité de l'enfant, sûrement très différente par rapport à celle de l'imaginaire commun, qui au contraire se fonde sur des principes égaux pour tous, indépendamment du niveau de l'évolution de l'éducation. Le troisième livre se concentre sur la période entre 12 et 15 ans, qui selon Rousseau est la plus précieuse de l'existence, car il s'agit d'introduire l'enfant à l'étude. Ce troisième livre est appelé Âge de force, car lors de cette étape, Émile acquiert une force physique et non seulement intellectuelle. Cette phase est caractérisée par une curiosité générale qui le pousse à explorer le monde. Vu sa brièveté, le précepteur doit donc privilégier l'activité éducative en développant toute expérience directe, ayant le but d'explorer la nature environnante sans prétendre à le rendre sage. Une belle soirée, on va se promener dans un lieu favorable où l'horizon bien découvert laisse voir à plein le soleil couchant et l'on observe le danger
qui rend reconnaissable le E de son coucher. Grâce à plusieurs leçons pratiques en différentes disciplines, Rousseau explique comment le maître doit conduire Émile à rechercher en lui-même les moyens d'enquête et à recourir à autrui seulement après avoir reconnu son incompétence. Dans la recherche des lois de la nature, commencez toujours par le phénomène le plus commun et le plus sensible, et accoutumez votre élève à ne pas prendre ce phénomène pour des raisons, mais pour des faits. Je prends une pierre, je feins de la poser en air. J'ouvre la main, la pierre tombe. Je regarde Émile attentif à ce que je fais et je lui dis: pourquoi cette pierre est-elle tombée? En outre, même s'il fait guider pour un peu l'enfant, une éventuelle erreur ne doit pas être corrigée du tout parce qu'il devra la reconnaître par ses capacités. La lecture n'est pas vraiment conseillée, sauf le roman Robinson Crusoe de Daniel Defoe, un test important pour apprendre à l'enfant le principe de l'autosuffisance, que Rousseau considère comme le plus heureux trait d'éducation naturelle. C'est parce que le protagoniste naufrage sur une île, découvre l'un des fondements les plus importants selon Rousseau: la simplicité élémentaire peut suffire au bonheur d'un homme, si celui-ci fait l'effort d'apprendre à se servir de ses mains. Dans la troisième partie éducative, alors, la formation d'Émile se concentre sur l'utilité, l'intérêt et l'effort. Afin de pouvoir vivre indépendante, Émile devra aussi apprendre un métier et comprendre la valeur profondément humaine et éducative du travail. En effet, Rousseau considère comme nécessaire l'apprentissage d'un métier manuel, moins pour des raisons économiques que de raisons sociales, car l'apprentissage est un moyen idéal de socialisation. Souvenez-vous que ce n'est pas point un talent que je vous demande, c'est un métier, un vrai métier, un art purement mécanique où les mains travaillent plus que la tête. Émile sera invité à apprendre le métier de menuisier, un travail propre, utile et qui maintient le corps actif. Cette profession est indispensable pour un homme social, car en étant complètement dépendant que de ses propres mains, il est vraiment libre. Le quatrième livre traite de l'âge entre 15 et 20 ans, l'âge de la raison et des passions, la phase de la vie dans laquelle Émile n'est ni enfant ni homme et ne peut prendre le temps de qu'un des deux. Il a encore une sainte innocence, mais elle n'a plus sa première imbécilité. L'auteur commence en parlant des passions qui affligent les enfants dans cette période. L'éducateur doit contrôler les passions d'Émile et doit l'introduire à l'éducation sexuelle, en expliquant tout simplement, sans rien lui cacher, les différences entre les deux sexes. Ensuite, l'auteur analyse les différences entre l'amour de soi-même et l'amour-propre. L'amour de soi, qui ne concerne que nous-mêmes, est content quand nos vrais besoins sont satisfaits. Mais l'amour-propre, qui se compare, n'est jamais content et ne saurait l'être, parce que ce sentiment, en nous préférant nous autres, exige aussi que les autres nous préfèrent à eux, ce qui est impossible. Voilà comment, selon Rousseau, l'amour de soi-même est toujours bon et porte des passions douces et affectueuses. Au contraire, les passions haineuses et irascibles naissent de l'amour-propre, qui porte à accorder beaucoup d'importance à l'opinion d'autrui. L'amour de soi peut donc se transformer en amour-propre au moment où on commence à se comparer avec les autres et à désirer la première place. Rousseau procède en résumant toutes les réflexions qu'il a précédemment proposées en trois maximes qui parlent de l'importance de développer, en ce moment de la vie, le sentiment de la pitié. Il dit que l'être humain plaint seulement les personnes qui sont moins heureuses que lui, et les mots dont il ne se croit pas exempt. Il mesure la pitié en fonction de son sentiment pour la personne qui souffre. Si on continue la lecture, on peut retrouver une critique de la métaphysique. En effet, selon l'auteur, elle ne porte pas la vérité. Au contraire, elle est la cause des plus grandes et graves erreurs humaines.
L'auteur préfère donc une perspective empirique et centrée sur l'expérience humaine plutôt que sur la métaphysique. Pourtant, Rousseau reconnaît l'importance de la religion comme force morale, même s'il critique les aspects dogmatiques des institutions religieuses. Il poursuit donc en critiquant sévèrement l'Église. Même s'il soutient qu'il est important de croire en Dieu, il pense que certains comportements des institutions ne sont pas corrects et les méthodes que l'homme utilise pour prier ne sont pas suffisantes ou nécessaires pour obtenir le salut de l'âme. Un exemple de défaut de l'institution ecclésiastique est l'intolérance religieuse critiquée dans le passage du texte ci-dessous. Il faut croire en Dieu pour être sauvé. Ce dogme malentendu est le principe de la sanguinaire intolérance et la cause de toutes ces vaines instructions qui portent le coup mortel à la raison humaine en l'accoutumant à se payer des mots. Sans doute, il n'y a pas un moment à perdre pour mériter le salut éternel. Mais si, pour l'obtenir, il suffit de répéter certaines paroles, je ne vois pas ce qui nous empêche de peupler le ciel de sansonnets et d'épis, tout aussi bien que d'enfants. Pour donner de l'autorité à ces affirmations, Rousseau utilise un procédé narratif consistant à insérer la profession de foi du vicaire savoyard. Il invente un personnage fictif représentant un théologène et lui fait exprimer ses opinions sur la religion. Dans ce passage, il parle des principes sur lesquels se base la religion naturelle pour critiquer dans un deuxième passage les institutions des religions révélées qui sont considérées comme la cause des conflits entre les hommes. Il affirme que les lois divines ont été inventées pour contrôler la société et que la religion a été utilisée comme un outil de pouvoir par le clergé. Rousseau, dans ce texte, réfléchit sur l'importance de la religion naturelle et sur la conscience individuelle qui sont à la base de la recherche d'une vérité spirituelle. En effet, le vicaire soutient une vision de la religion basée sur la simplicité et sur la foi individuelle plutôt que la doctrine promulguée par l'Église. Jean-Jacques Rousseau, dans la deuxième partie du 4e chapitre de l'Émile, analyse le thème de l'éducation morale et religieuse et du mariage dans l'adolescence. Selon l'auteur, les degrés des idées augmentent et s'éloignent de la raison humaine avec la contemplation de Dieu. Dieu n'est pas en rapport direct avec notre âme et notre raison, et il n'a pas besoin de raisonner. En outre, Dieu est omniscient et il est en lui-même ce que nous cherchons à être et à faire. Pour ce qui concerne la morale, Rousseau fonde sa pensée sur la vision que les règles morales sont écrites dans nos propres cœurs. Pour démontrer cette théorie, l'auteur introduit une idée de justice universelle. Cette vertu est donc innée, présente au fond de nos âmes, et sur elle s'appuie notre jugement des actions de l'homme comme bonnes ou mauvaises. À ce principe, Rousseau donne le nom de conscience comme la caractéristique qui rend l'homme plus semblable à Dieu et qui le distingue d'une bête. Contrairement à la conscience, la raison est présentée comme trompeuse. Les principes moraux doivent être pris directement du cœur au détriment des dogmes et des règles décidées par les autorités temporelles et religieuses. Tous les devoirs de la loi naturelle, presque effacés de mon cœur par l'injustice des hommes, s'y retracent au nom de l'éternelle justice qui me les impose et qui me les voit remplir. Il est important de savoir distinguer les idées acquises et les sentiments naturels. Ces sentiments sont liés aux besoins physiques tout comme au social. Or, c'est du système moral formé par ce double rapport à soi-même et à ses semblables que naît l'impulsion de la conscience. On voit aussi une comparaison entre la vertu et le vice, tous les deux vus comme l'amour de l'ordre pris dans un sens différent. La différence, selon l'auteur, est que le bon s'ordonne par rapport au tout et que le méchant ordonne le tout par rapport à lui. Rousseau condamne la prière en faveur de la méditation et là demande de redresser ses erreurs, surtout si dangereux, car selon le philosophe, il est inutile de demander à Dieu ce qu'il nous a déjà donné, c'est-à-dire la conscience pour aimer le bien, la raison pour le connaître, la liberté pour le choisir. De plus, il souligne que le vrai culte est celui du cœur et que les religions particulières sont seulement des normes pour régler la société. En effet, elles ne sont pas toujours correctes et interprétées de la juste façon parce que les livres où on trouve les dogmes sont écrits et traduits par les hommes qui peuvent se tromper. Il affirme aussi que l'Église a décidé de sa propre juridiction et ses droits. L'Église décide que l'Église a droit de décider.
Dans la dernière partie du texte, Rousseau met en lumière qu'Émile se trouve dans l'âge où l'âme et l'esprit se forment et où tout est encore pardonné. Il est alors important de recevoir, dans votre âme, encore flexible, le cachet de la vérité. Même s'il a grandi, ce n'est pas encore le moment de lui faire signer le contrat inviolable du mariage, car on doit attendre la maturité. Cependant, on doit lui présenter l'amour et la femme, lui trouver des nouvelles occupations et lui faire connaître les périls de la vie. En outre, on ne doit pas lui faire des prédications qui sont totalement inutiles parce qu'elles sont faites indifféremment à tout le monde, mais il conseille plutôt d'écouter le garçon et de lui parler avec des sentiments. Revêtez la raison d'un corps si vous voulez la lui rendre sensible. Faites passer par le cœur le langage de l'esprit afin qu'il se fasse entendre. L'objectif du maître est celui de conduire l'élève à suivre les indications du précepteur en lui accordant une indépendance seulement apparente. L'élève doit encore apprendre à gérer ses passions et pour ce faire, il doit acquérir ses connaissances par l'expérience, à travers la découverte du monde et de la nature. Il est important pour lui d'apprendre à vivre avec ses semblables, même si, quand il commencera à vivre seul, il fera face à une seconde éducation opposée à la première. Il apprend à mépriser ce qu'il estimait et à estimer ce qu'il méprisait. Rousseau introduit aussi le thème de la recherche d'une femme qui appelait symboliquement Sophie. Appelons Sophie votre future maîtresse. Sophie est un nom de bon augure. Si elle, que vous choisirez, ne le porte pas, elle sera digne aux mains de le porter. Livre 5. L'âge de sagesse du mariage. Dans le 5e livre, L'âge de sagesse du mariage, de 20 à 25 ans, de l'œuvre de Rousseau, le philosophe analyse la dernière phase de l'éducation d'Émile. En particulier, il touche le thème de l'éducation de la femme, du rapport entre les deux sexes et des qualités féminines. Il commence son raisonnement en comparant l'homme et la femme, en rapprochant leurs ressemblances et en soulignant leurs différences. Rousseau affirme que, pour ce qui concerne les aspects généraux comme les nécessités, ils se ressemblent, et que le sexe représente la différence la plus évidente. En tout ce qui ne tient pas au sexe, la femme est homme. Elle a les mêmes organes, les mêmes besoins, les mêmes facultés. La machine est construite de la même manière. Les pièces en sont les mêmes. Le jeu de l'une est celui de l'autre. La figure est semblable. Et sous quelque rapport qu'on les considère, ils ne diffèrent entre eux que de plus ou moins. En tout ce qui tient au sexe, la femme et l'homme ont partout des rapports et partout des différences. La difficulté de les comparer vient de celle de déterminer dans la constitution de l'un et de l'autre ce qui est du sexe et ce qui n'en est pas. Prédique l'idée de leur permettre d'être totalement exposés au monde, et prône en même temps une éducation qui permette aux femmes d'apprécier les plaisirs simples comme la modestie et l'honnêteté pour gagner le respect des hommes. Pour ce qui concerne l'aspect spirituel, le philosophe religieux remet en discussion l'efficacité des catéchismes traditionnels. En plus, il propose une approche alternative qui encourage la compréhension et la réflexion plutôt que la simple réponse en souhaitant un catéchisme interactif. Il remet en cause l'enseignement des concepts théologiques complexes aux enfants et il soutient que la connaissance des dogmes est moins importante que les principes moraux fondamentaux, car, en dernière analyse, le vrai enseignement religieux doit être la morale. Ensuite, Rousseau examine le rapport entre la femme et l'homme. Ils sont faits l'un pour l'autre, mais la nature de leur rapport de dépendance diffère. Les hommes dépendent des femmes pour leurs désirs. Quant aux femmes, elles dépendent de l'homme premièrement pour leurs nécessités concrètes, et en deuxième lieu pour leurs désirs. Selon la loi de la nature, les dames sont à la merci des jugements des hommes. Il ne suffit pas qu'elles soient estimables, mais il est nécessaire qu'elles soient estimées. Par ailleurs, il ne leur suffit pas d'être belles, mais elles doivent plaire. D'après le raisonnement du philosophe, les femmes manipulent les hommes avec astuce pour obtenir ce qu'elles veulent. Pour assurer une relation harmonieuse entre les deux sexes, il est nécessaire que les femmes possèdent certaines qualités spécifiques. Elles doivent être dociles, savoir utiliser la ruse, et en plus, elles doivent être modestes. La sensibilité et la douceur sont les attributs les plus importants qui font partie de la disposition naturelle des femmes. C'est grâce à ces traits que le rôle domestique leur est attribué.
Parmi toutes les femmes, Sophie incarne l'idéal de la femme parfaite. Elle est présentée comme la compagne convenable à Émile, en soulignant la complémentarité entre les sexes. Sophie est bien née. Elle est d'un bon naturel. Elle a le cœur très sensible et cette extrême sensibilité lui donne quelquefois une activité d'imagination difficile à modérer. Elle a l'esprit moins juste que pénétrant, l'humeur facile et pourtant inégale, la figure commune mais agréable, une physionomie qui promet une âme et qui ne ment pas. On peut l'aborder avec indifférence, mais non pas la quitter sans émotion. Sophie n'est pas belle, mais auprès d'elle les hommes oublient les belles femmes, et les belles femmes sont mécontentes d'elles-mêmes. Elle a beaucoup de goût pour se mettre avec avantage, mais elle est riche habillement. On voit toujours dans les siens la simplicité jointe à l'élégance. Elle n'aime point ce qui brille, mais ce qui sied. Voilà une fille modeste et sage. Sophie a des talents naturels. Elle les sent, et ne les a pas négligés. La deuxième partie du 5e livre de l'Émile commence par la promenade de Sophie et Émile accompagnés de leur précepteur. La relation entre les deux amoureux évolue et s'épanouit au fil du temps. À ce niveau du texte, on trouve aussi une intéressante description de l'éducation qui devrait être impartie aux femmes pendant leur jeunesse. L'objectif de Rousseau était aussi de montrer un idéal de l'éducation féminine à travers une histoire où les personnages principaux entrent de plus en plus en connexion entre eux, en passant du temps ensemble et en discutant des sujets les plus divers. Le récit dévoile que la nature féminine est plus complexe que celle des hommes. Néanmoins, sa fonction est bien plus simple. Pour Rousseau, il est évident que la femme doit être franchement femme. Elle n'ouvre la bouche pour cela sans jeter les yeux sur ceux de sa mère. Ce passage confirme et nous témoigne comme Sophie, future femme d'Émile, respecte toujours les enseignements de sa préceptrice en cherchant son approbation. Vers la moitié de l'extrême, le précepteur d'Émile lui dit qu'il est nécessaire de quitter la belle Sophie pour 2 ans et partir à l'aventure, car le voyage a comme but celui d'achever l'éducation d'Émile par un grand tour d'Europe, qui fera de lui un parfait gentilhomme. En outre, l'expérience des voyages a une autre finalité plus spécifique, consistant à atteindre une droiture d'esprit qui fera d'Émile un bon citoyen. Plus tard, toutes ces expériences rendront le jeune homme plus digne de sa future épouse, car en ce moment, Sophie est encore trop jeune pour s'épouser et avoir des enfants. La fière Sophie, de son côté, tâche de supporter avec dignité le coup imprévu qui la frappe. Elle s'efforce d'y paraître insensible, mais, comme elle n'a pas, ainsi qu'Émile, l'honneur du combat et de la victoire, sa fermeté se soutient moins. Elle pleure, elle gémit en dépit d'elle, et la frayeur d'être oubliée aigrit la douleur de la séparation. Dans ce passage, où Émile est en train de partir et quitter Sophie, Rousseau décrit la femme comme faible et sensible, car elle n'a pas la force morale de supporter ce départ et le bouleversement qu'une nouvelle assez importante peut provoquer dans son âme. Aux yeux d'un lecteur moderne, ce point de vue pourrait être perçu comme sexiste, mais il est cohérent avec la mentalité de l'époque, presque révolutionnaire, car dans un autre passage, Rousseau affirme que les femmes sont aussi capables de comprendre des notions de physique, si bien simples. Émile, bien que réticent, accepte de partir, et Rousseau propose ici une réflexion sur le thème des voyages, en se demandant s'il est bien que les jeunes gens voyagent. En visitant plusieurs lieux, nous dit le philosophe, on peut apprendre une série d'informations qui peuvent résulter utiles pour l'avenir d'un jeune. Car on ne peut pas, selon Rousseau, connaître le monde seulement à travers les livres et les manuels publiés au cours des siècles. Cependant, il est bon de dire qu'il ne suffit pas de voyager, il faut le savoir bien faire. Observer et reconnaître les caractéristiques d'un peuple et en tirer profit pour enrichir son patrimoine culturel, c'est cela qu'Émile doit savoir apprendre avant de commencer son voyage. L'auteur critique alors la manière dont les voyages sont souvent organisés pour la jeunesse, en soulignant que les précepteurs privilégient souvent le divertissement plutôt que l'instruction, en conduisant les jeunes à visiter des lieux sans en tirer un véritable bénéfice.
En outre, ce qui ressort clairement du texte de Rousseau, c'est la nécessité d'établir des règles pour analyser les structures politiques et sociales à l'étranger. Le philosophe interroge aussi la légitimité du pouvoir politique et souligne l'importance de la liberté individuelle. À partir de ce point, le philosophe fait un excursus sur les types de gouvernement et affirme finalement qu'il n'existe pas un qui soit juste pour n'importe quelle dimension territoriale. Au contraire, il dit que le type de gouvernement à adopter varie selon la grandeur et le niveau de facilité de contrôle du territoire intéressé. Un Parisien croit connaître les hommes et ne connaît que les Français. Dans sa ville, toujours pleine d'étrangers, il regarde chaque étranger comme un phénomène extraordinaire qui n'a rien d'égal dans le reste de l'univers. Ce passage témoigne le fait qu'avec les voyages, on élargit nos horizons et notre connaissance de la réalité et de la société. On peut aussi noter une similitude entre les mots de Rousseau et ceux de Montesquieu dans les lettres persanes, en particulier quand Uzbek visite Paris pour la première fois, où il est vu comme une personne extraordinaire quand il est habillé en persan, alors qu'il n'est plus noté quand il s'habille à la française. Pour ce qui concerne l'apprentissage des mœurs d'une population, le maître conseille à Émile d'étudier les peuples dans leurs provinces reculées. Il affirme que les nations, observées dans leur simplicité et leur proximité avec la nature, montrent une meilleure qualité morale, contrairement à celles qui se corrompent par le biais des dynamiques sociales. De plus, Rousseau considère que les grandes villes jouent un rôle non négligeable dans le провissement de l'État. La fin du texte est consacrée à une conversation entre le précepteur et Émile. Le maître conseille aux jeunes mariés la manière de maintenir le bonheur et la passion dans leur relation. Entre autres, il critique les discours inappropriés et superficiels souvent tenus lors des mariages. Les jeunes couples doivent s'immerger dans leur propre monde plutôt que se distraire avec des conversations sans intérêt. Alors que nous nous apprêtons à conclure cette présentation, gardons en mémoire le sens d'Émile. Une invitation à redéfinir nos pratiques éducatives pour mieux servir l'épanouissement de la jeunesse et construire un avenir où chaque enfant peut grandir en harmonie avec sa véritable nature. Merci.